Nouvel épisode de la prise en main de la carte T-Display Liligo, conçue autour de l'ESP32S3. Cet épisode aborde l'utilisation de la liaison série asynchrone, autrement dit l'UART. L'objectif de ce tutoriel est d'illustrer différentes méthodes, matérielles et logicielles pour mettre en œuvre ce bus de communication série sur cette petite carte de développement. La communication UART est bien sûr disponible sur ce microcontrôleur. Et même 3 UART peuvent être utilisés simultanément sur le circuit. Et de même que pour l'I2C, n'importe quel GPIO peut être configuré pour ce type de bus. On peut bien sûr développer ces applications en utilisant l'environnement et les librairies proposées par le fabricant, l'ESP-IDF. Mais le but de cette prise en main étant d'utiliser l'environnement et les librairies Arduino, on se limitera dans ce qui suit à utiliser le bus UART proposé par défaut, et si nécessaire à mettre en œuvre un bus software serial. Commençons par l'aspect structurel et voyons comment on peut accéder à ce bus. Jusqu'à présent, j'illustrais les différentes mises en œuvre à partir de ce schéma structurel datant de décembre 2022. Mais depuis, une nouvelle version a été mise en ligne, moins colorée, plus sobre, elle corrige quelques erreurs. En particulier celles que j'avais relevées concernant les résistances de pull-up du bus I2C, qui valent bien 10 kΩ, comme je l'avais mesuré sur la carte. Par contre, petit mea culpa de ma part, dans la toute première vidéo de cette série, j'avais fait la remarque suivante. Le transceiver USB se trouve ici. C'est par lui que transite l'alimentation 5 volts de la carte, le programme lors du téléversement, et les données envoyées par la carte sur le moniteur série. En fait, c'est uniquement le connecteur USB qui vient d'être encadré. Il n'y a pas d'adaptateur USB UART sur la carte Liligo, comme c'est le cas par exemple pour une autre carte du même fabricant de conception un peu antérieure, la TTGO T-Display. Elle fonctionne autour d'un ESP32U3 et nécessite un transceiver de type CP2104 entre le port USB et le microcontrôleur. L'ESP32S3, qui pour sa part équipe la carte Liligo, peut communiquer directement sur le port USB. Donc pas de circuit intermédiaire entre le connecteur USB et le microcontrôleur. Si j'insiste un peu, c'est parce que nous reviendrons sur cette liaison USB. Le schéma indique l'accessibilité du bus UART de deux manières, soit par le connecteur GPIO, soit par un connecteur câblé sous la carte de type JST-SH à 4 broches au pas de 1 mm. On peut y raccorder des câbles appelés Stemma QT proposés par Adafruit ou QuickI2C proposés par SparkFun. On peut aussi tout simplement acheter des cordons JST-SH de base, si nécessaire modifier la disposition des couleurs et éventuellement les coupler soi-même à des connecteurs Dupont, mâle ou femelle. Notez que la dénomination QuickI2C indique que cette connectique est plutôt dédiée au bus du même nom. The I2C protocol, or I2C protocol, or Inter-Integrated Circuit Protocol, is designed so that multiple slave devices can communicate with one or more master devices using only 2 communication lines. And with this protocol, you can use over 100 slave devices strung together, still with only 2 communication lines. En fait, cette connectique est tout à fait similaire à celle du Groovy 2C, mais avec une taille réduite. Et comme le SP32 permet d'affecter logiciellement ce bus aux broches que l'on souhaite, on peut très bien ne pas communiquer en UART, mais en I2C sur ce connecteur. Ce site propose d'ailleurs différentes cartes communicantes autour de cette connectique. Un exemple de mise en œuvre est illustré dans une des vidéos de Volos Project. Avant de commencer les essais sur la carte Liligo, petit rappel sur ce que l'on peut faire ou ne pas faire sur la liaison UART d'une carte Arduino Uno. Avec ce programme minimaliste, on configure la liaison série à 9600 bits par seconde. On écrit une première chaîne de caractères à l'initialisation, puis dans la boucle infinie, on écrit une seconde chaîne de caractères toutes les secondes. Une fois la carte programmée, si on ouvre le moniteur série, en l'occurrence, rien ne s'affiche.
Pourquoi? Tout simplement parce que la vitesse de lecture ou d'échantillonnage du moniteur série est très éloignée de la vitesse d'émission du microcontrôleur. Si on réduit cette vitesse, on obtient l'affichage de caractères, mais ça dysfonctionne toujours. Et si on accorde les deux vitesses, cette fois l'affichage est cohérent. Et à chaque ouverture du moniteur, le microcontrôleur est initialisé. Si maintenant on utilise un analyseur logique pour visualiser le signal transmis sur la broche TX, et que l'interpréteur UART est correctement configuré, on retrouve exactement le signal attendu. Les deux caractères additionnels, 0D et 0A, sont le saut de ligne et le retour en début de ligne. Conclusion, ce qui s'affiche sur le moniteur série est à l'identique de ce qui est transmis sur la broche TX du microcontrôleur. À présent, mettons en œuvre le même programme sur la carte ESP32 LILIGO. Pour rappel, afin que le moniteur série puisse fonctionner, il faut valider l'USB CDC on boot, CDC voulant dire Communications Device Class. La carte étant programmée, la chaîne de caractères apparaît dans le moniteur. Si on modifie la vitesse de réception des données, avec d'autres valeurs que 9600, la réinitialisation du microcontrôleur a lieu, mais les chaînes de caractères s'affichent correctement. Donc la vitesse de l'échange semble être indépendante du réglage effectué dans le programme. Essayons maintenant de capturer la trame. Rien ne se passe et ce n'est pas lié à une erreur de câblage. En revanche, si on reprogramme la carte en invalidant le CDC on boot, le moniteur ne fonctionne plus. Mais le signal apparaît bien sur le bus, et avec la bonne vitesse. En résumé, soit on est en mode USB CDC on boot validé, et dans ce cas on peut programmer la carte et transférer des informations sur le moniteur série, mais on ne pourra pas échanger des données sur l'UART proposé par défaut. Soit le CDC on boot est invalidé, et on pourra programmer la carte, on ne pourra pas utiliser le moniteur série, mais des signaux pourront transiter sur le port UART. Suivant l'application que l'on est en train de développer, on peut éventuellement contourner le problème en validant le CDC on boot et en utilisant simultanément une liaison série logicielle. Par exemple, avec ce programme, j'envoie la même donnée sur le moniteur et sur le GPIO 16. Pour autant, on ne consomme pas de ressources matérielles supplémentaires sur les GPIO de la carte, puisque les informations affichées sur le moniteur passent par le port USB. À présent, l'objectif est d'illustrer, avec des exemples relativement simples, quelques échanges entre la LILIGO et d'autres cartes communicantes. Et puisque j'ai pris la peine de fabriquer un adaptateur avec des câbles Dupont femelles, commençons par une liaison directe que l'on peut se permettre entre la sortie TX de l'ESP32 et l'entrée RX d'un Raspberry Pi, dans la mesure où leurs niveaux de tension de 3,3 volts sont directement compatibles. Dans cet exemple, c'est un Raspberry Pi 2. Le programme téléversé fonctionne autour d'un compteur qui, chaque seconde, incrémente une variable de 0 à 9 dans une boucle infinie. La valeur du compteur est affichée sur l'écran et transmise sur l'UART à 9600 bits par seconde. Sur le Raspberry Pi, j'utilise l'émulateur de terminal Minicom, paramétré à l'identique de l'ESP32. Voici ce que ça donne.
Attention cependant, il faudra veiller dans la configuration du Raspberry, dans le menu des interfaces, à activer le Serial Port et à désactiver Serial Console. Sinon on risque d'obtenir un affichage de ce type. On peut transposer cet échange sur un ordinateur. Mais cette fois la liaison ne peut pas se faire directement. Il faut intercaler un adaptateur USB UART et celui-ci doit pouvoir adapter l'alimentation de sa partie UART à 3V3. Ce qui est le cas de ce modèle, il suffit de disposer correctement un cavalier. Sur le PC, un émulateur de terminal de type TerraTerm, Termit, PuTTY ou autre pourra être utilisé. Et ça fonctionne sans problème. Après l'émission de données, passons à l'illustration d'une réception UART en utilisant à nouveau un compteur, mais celui-ci n'a rien à voir avec le précédent, puisqu'il s'agit d'un compteur EDF Linky disposant d'une sortie TIC ou TIC, TIC signifiant Téléinformation Client. Quelques recherches sur le web permettent de récupérer une documentation Enedis mentionnant les caractéristiques techniques de la sortie de téléinformation du compteur, dont un condensé d'extrait reporté ici indique que le signal de sortie est modulé en amplitude par une porteuse de 50 kHz. Si on enlève la face avant d'un compteur, on peut accéder aux signaux I1 et I2. Et si on dispose d'un oscilloscope en sortie, on obtient effectivement un signal à cette fréquence. La documentation Enedis nous informe également que les données numériques transmises ont une vitesse de 9600 bits par seconde, 7 bits de données, 1 bit de parité paire et 1 bit de stop. Un niveau logique 1 correspond à une tension nulle et un niveau logique 0 correspond à la présence de la porteuse. Toujours à l'oscilloscope, l'allure est bonne, mais une mesure de la durée des bits contredit la documentation, ce sont des signaux à 1200 bits par seconde. En fait, suite à d'autres recherches, c'est une fiche Sekelec de l'association Promotelec qui permet d'y voir plus clair sur cette différence de débit. La fiche 17. Les compteurs Linky peuvent fonctionner selon deux modes. Le mode historique qui fonctionne à la même vitesse que les anciens compteurs, par exemple comme celui-ci, et cette vitesse est de 1200 bits par seconde. C'est dans ce mode que sont livrés par défaut les compteurs Linky. Mais si le client souhaite disposer de plus d'informations sur sa consommation, ou s'il est producteur d'électricité, il peut demander à l'opérateur de changer son contrat et de basculer en mode standard. Dans ce cas, la vitesse d'échange va passer à 9600 bits par seconde. Que ce soit 1200 ou 9600 bits par seconde, les données sont dans les deux cas de 7 bits, avec une parité paire et un bit de stop. À titre personnel, je dispose d'un compteur Linky fonctionnant en mode historique, donc dans ce qui suit, c'est un signal à 1200 bits par seconde qui va servir de support. La structure la plus commune pour démoduler le signal généré par la téléinformation est un photocoupleur SFH 620A qui intègre sur son entrée deux diodes infrarouges tête bêche. Donc le phototransistor est saturé aussi bien pour les alternances positives que négatives. Et chaque fois que la porteuse à 50 kHz est générée, un niveau bas est présent en sortie. En l'absence de porteuse, aucune LED infrarouge ne produit de lumière, donc le phototransistor est bloqué. R2 joue alors le rôle de pull-up, et on retrouve un niveau haut en sortie. On peut intervertir les deux fils d'entrée, le fonctionnement sera le même. Donc on vient de vérifier ce qui est indiqué dans la documentation Enedis. Après câblage rapide de l'association compteur, structure de démodulation et carte ESP32, on peut commencer par lancer une capture avec un analyseur logique. Les deux premières voies ont été associées en mode différentiel, et la troisième en mode UART, avec les paramètres du signal attendu. Lorsqu'on lance la capture, on récupère bien un signal série qui contient des données qui ont un air de famille avec celle de la documentation Enedis. Par exemple l'intensité maximale du compteur. La finalité de la petite application illustrant la réception de données
consiste à afficher sur l'écran de la carte T-Display la valeur de l'intensité instantanée mesurée, I-inst, la valeur max de l'intensité du compteur, I-max, et la puissance apparente mesurée, PAPP. Or, cette documentation est celle du fonctionnement en mode standard, et je n'ai pas trouvé la chronologie des informations du mode historique, qui n'est pas non plus exactement la même que celle des anciens compteurs. Le programme qui va suivre intègre donc d'une part la récupération des données série avec la possibilité de les visualiser lors de la mise au point du programme, et l'affichage des 3 données retenues sur l'écran TFT. Concernant le câblage, j'ai ajouté une liaison software serial passant par un adaptateur USB UART qui est bien utile lors de la mise au point du programme pour vérifier la réception des données et aussi les localiser précisément dans la trame. Ce programme, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres possibles, intègre 2 fonctionnalités. D'une part, l'affichage avec la librairie Sprite, qui va permettre de disposer une image, et quelques lignes de texte qui ne changeront pas, ainsi que 3 zones avec les valeurs qui évolueront en temps réel. L'actualisation se faisant dans la boucle infinie. D'autre part, la récupération de la trame de téléinfo, et c'est bien pour cela qu'on est là. 2 liaisons série sont mises en œuvre. La trame est récupérée sur l'UART par défaut. J'ai utilisé la syntaxe proposée par Serial Begin pour configurer la transmission sur 7 bits, un bit de parité pair et un bit de stop. Et une liaison software serial avec une vitesse plus élevée, pourquoi pas, pour transmettre vers l'émulateur de terminal d'un PC les caractères récupérés et pouvoir au moins, en phase de mise au point, visualiser le contenu de la trame. Un tableau de caractères, dont la taille n'est pas optimisée dans cette illustration, permettra de stocker toute une trame pour y piocher ce que l'on souhaite afficher et éventuellement la transmettre sur le software serial. La boucle de capture de la trame TIC repose sur une lecture permanente des données lorsqu'elles apparaissent, jusqu'à ce que le caractère A, immédiatement suivi du caractère D, soit identifié. Ce qui caractérise le début de la trame qui commence par ADCO pour adresse du compteur. Ensuite, il n'y a plus qu'à stocker les valeurs, les unes après les autres, dans un tableau, jusqu'à le remplir. La partie suivante concerne plutôt la phase de mise au point, où l'on vient relire les caractères et les afficher dans le moniteur. Dans un premier temps, j'ai fait une capture de 400 caractères, puis je les ai envoyés un par un, en affichant également l'index de leur position dans le tableau. Une analyse de la trame m'a permis de voir qu'il y avait 152 caractères avant que ADCO soit à nouveau transmis. J'ai donc ensuite pu optimiser la taille du tableau ainsi que la boucle d'acquisition. En commentant ces 2 lignes et en transformant ce println en print, on peut obtenir cet affichage. Petite remarque, dans pas mal d'exemples de programmes trouvés sur Internet, plutôt que de configurer Serial Begin de cette façon et de récupérer les octets ainsi, on voit ce type de syntaxe. Ça fonctionne tout aussi bien, un caractère ASCII s'exprime sur 7 bits. Cette méthode consiste à récupérer le bit de parité en tant que 8e bit, il devient le bit de poids fort, que l'on vient forcer à 0 avec un logique bit à bit réalisé avec la valeur 7f. Notez également que cette syntaxe ne passe pas à la compilation. Pour en revenir à l'application, voici ce que donne l'affichage, avec l'aimable participation d'une machine à laver. Nous venons de faire un petit tour d'horizon, qui ne prétend pas être exhaustif, des possibilités de mise en œuvre de la liaison UART sur cette carte. C'est aussi un bon point de départ pour réaliser une liaison moins sensible aux parasites et sur des distances plus longues. Par exemple, une communication de type Modbus RTU 485. Heureuse coïncidence, elle fera l'objet d'un prochain tutoriel.